Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet atelier consacré à l'éthologie moderne et à son application dans l'entreprise. Je me présente, donc je suis Anne Mongermont, je travaille au sein du cabinet Andi Réseau et Réseau H. Je suis éthologue et je vais vous parler en fait de mon métier et de ma passion en fait pour l'éthologie et pour l'application en entreprise. Déjà, je vous propose de commencer par une explication rapide sur ce qu'est l'éthologie, puisque c'est une science qui, à mon grand drame, n'est pas très connue en France. Donc l'éthologie, en fait, on connaît deux types d'éthologie. Il y a l'éthologie qu'on va dire classique, vraiment les racines de l'éthologie. C'est une science assez nouvelle, l'éthologie, puisque ça a été développé au début des années 1900 par Konrad Lorenz, qui, en fait, a observé les animaux, et notamment les oiseaux, et en fait s'est dit... Par l'occurrence de certains comportements, j'arriverai à comprendre la fonction de ce comportement pour l'individu et pour l'espèce. Et en fait, il a développé toute une méthodologie en dessinant en fait chacun des comportements, en explicitant systématiquement le contexte autour de ce comportement et par les récurrences. En fait, il s'est dit, on peut donc imaginer que ce comportement a tel ou tel objectif pour l'individu et donc pour l'espèce. Et puis... l'éthologie, en fait, a beaucoup évolué. Donc, pourquoi elle n'a pas beaucoup évolué en France ? Je vais être assez claire. En fait, si vous voulez, l'éthologie classique, toute cette méthodologie, il y a eu beaucoup de débats au niveau des appétences et des goûts de chacun. Et en tout cas, l'éthologie en France, en fait, n'a pas été une science qui s'est développée parce que c'était au niveau... Enfin, on était dans les années 30 et que c'était la période nazie et que Konrad Lorenz a été beaucoup perçu comme étant nazi. En France, ça a été un gros blocage et en fait, cette science n'a pas pu évoluer à partir de ce moment-là. Par contre, cette science, elle a été quand même nourrie et enrichie heureusement aux États-Unis, en fait, donc elle s'est exportée et on a beaucoup de travaux d'éthologues américains qui ont permis en fait à cette science de prendre toute sa grandeur aujourd'hui et toute l'importance de cette science aujourd'hui. Alors, aux États-Unis et dans les pays scandinaves aussi où elle s'est beaucoup développée. Alors, l'éthologie, aujourd'hui, c'est quoi ? Moi, je suis éthologue, mais je ne suis pas une éthologue classique, donc je n'ai jamais étudié les animaux. Je ne connais quasiment rien au comportement des animaux. Moi, je suis une éthologue moderne. Moi, je connais le comportement des êtres humains. Et le travail d'un éthologue moderne, c'est vraiment de comprendre avec un focal large, avec un spectre large, l'être humain. L'idée, en fait, le lien qu'on peut faire par rapport à l'éthologie, c'est de se dire... L'éthologie classique, on étudie un comportement par rapport à un contexte. Et en fait, tout simplement, on s'est dit, mais c'est dommage, l'être humain, il est plus riche qu'un animal, puisqu'en plus, je peux communiquer avec lui, et donc je peux chercher à comprendre son comportement. Derrière ça, du coup, l'éthologie, en fait, c'est une science, on va dire, pluridisciplinaire. L'éthologue classique, en fait, va plutôt chercher au niveau biologie, au niveau... naturalisme, en fait, va aller chercher vraiment le comportement d'un point de vue biologique. L'éthologue moderne va aller chercher l'enjeu d'un comportement à travers différents spectres, et notamment la cognition, la neurobiologie, donc toute l'étude du cerveau, les biologies de population, etc. La linguistique, pourquoi on choisit un mot plutôt qu'un autre, et la psychologie. Donc l'idée, c'est de se dire que l'éthologie, c'est une science en fait qui permet de comprendre un comportement grâce à plein d'autres sciences en fait, qui lui ont permis d'avoir un spectre large de compréhension. Comment faire pour modifier un comportement ? Et ça, c'est vraiment presque obsessionnel pour un éthologue de comprendre. Alors, il y a une phase d'analyse rapide, de comprendre quel comportement pose problème à la personne. Par exemple, j'ai du mal à me faire entendre dans une réunion, ou je vais avoir des difficultés à parler de tel ou tel sujet avec mes collaborateurs, avec mes collègues. Je vais avoir des difficultés à trouver ma place dans une équipe. Voilà, ça va être des problématiques qu'on va ressentir et qui vont engendrer des comportements, on va dire, inefficaces, des comportements qui ne vont pas fonctionner. Moi, je vais intervenir et un éthologue va intervenir pour comprendre ce comportement inefficace. Il est jugé inefficace dans la mesure où il ne permet pas à la personne de se sentir à l'aise dans son comportement, ni d'obtenir ce qu'il souhaitait en mettant en place ce comportement. Voilà. Et notre travail, c'est d'amener toujours la modification comportementale. Si votre but est clair, le comportement permettant d'obtenir ce que vous souhaitez, en fait, doit être clair. Et mon travail, et notre travail, c'est vraiment de vous expliciter les comportements et les réactions comportementales. On parle de comportement réactionnel. Si je me comporte de telle façon, la personne face à moi va également se comporter de telle façon. Je donne souvent un exemple très simple. Si j'arrive et que je vous dis « bonjour »,
vous aurez beaucoup plus de difficultés à me répondre avec un grand sourire « Bonjour ». C'est normal, c'est un comportement réactionnel. Si je suis agressif avec vous, vous serez agressif avec moi. Voilà. Et vraiment, mon enjeu, c'est de vous permettre de travailler sur les comportements. Pourquoi on travaille sur les comportements ? Parce que je pense qu'on sous-estime beaucoup l'importance des réactions comportementales, notamment dans la vie professionnelle. Il faut savoir que 90% de ce qui est retenu est de l'ordre comportemental. Et l'idée de comprendre cela, ça veut dire que si j'arrive en réunion, que j'ai conduit pendant une demi-heure et que pendant cette demi-heure, j'ai eu beaucoup de bouchons ou j'ai eu des problèmes sur la route, j'arrive en réunion, je suis déjà stressée. Et une personne va parler et va potentiellement plus ou moins m'intéresser par rapport au sujet. Je vais potentiellement plus rapidement m'agacer. Pas spécialement parce que la personne m'agace, mais simplement parce que moi, j'ai un état déjà nerveux. Et donc, je vais mettre en place un comportement en lien avec cet état émotionnel. Derrière ça, les gens autour de la table avec moi vont comprendre à travers leur propre prisme mon comportement. Et c'est là où je dis... Il ne faut pas oublier que ce sont des réactions en chaîne. Moi, j'ai un comportement face à vous et vous allez avoir face à moi, du coup, un comportement en réaction à ce comportement. Mon travail, c'est de travailler les enjeux. Et en fait, cet effet boule de neige du premier comportement qui amène une succession de réactions. Voilà. Et je pense que l'importance des réactions comportementales, c'est vraiment de se dire que c'est ce qui va nous marquer. C'est vraiment, notre cerveau est un cerveau plutôt visuel en fait. Notre façon de fonctionner, de retenir une information, c'est typiquement, je la vois, je l'imprègne. Voilà, mon cerveau est prévu pour retenir l'information. Et du coup, le comportement fait partie des choses que vous retenez tout de suite chez quelqu'un. Est-ce qu'il était sympa, pas sympa, agacé, irrité, etc. D'ailleurs, on se le dit de façon très commune quand on parle d'un tel ou d'un tel. Oh, il est sympa, il est pas sympa. Vous voyez, on se le dit tout de suite. On le fait pas de façon réfléchie, mais on le fait de façon totalement inconsciente. Mon travail, ça va être de dire, pour vous, parce que c'est important de vous insérer dans une entreprise et puis d'avoir une bonne posture et un bon positionnement, veillez à vos réactions comportementales. Et là, je vais, si vous voulez bien, vous expliquer un petit peu d'où vient une réaction comportementale. Alors là, je rentre un peu dans le vif du sujet, mais en très gros, tout se joue par ici. Je vais essayer de le faire un peu simplement, mais c'est vrai que voilà, je peux jargonner, donc je suis déjà d'emblée désolée si c'était le cas. L'idée, c'est de se dire qu'il y a, pour comprendre une réaction comportementale, il y a 3 facteurs qui nous permettent d'expliquer ce qu'est un comportement. La première des choses, c'est de se dire qu'il y a une analyse de situation qui est faite et qui est propre à chaque individu. L'analyse que vous allez faire d'une situation dépend de votre histoire, dépend de votre vécu. Si vous êtes bien, si vous n'êtes pas bien dans cette société, tout ça, ça va vraiment avoir tout de suite un impact sur la façon dont vous allez lire ce qui va vous arriver. On le voit, il y a des gens qui pensent par exemple qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans une équipe. On a des gens qui sont convaincus qu'ils n'arrivent pas au niveau de l'intégration, c'est pas leur truc, ils sont pas bons relationnellement, etc. La réalité, c'est pas du tout qu'ils sont pas bons, c'est simplement que comme leur analyse fait qu'ils ne vont retenir que les choses qui vont conforter ce qu'ils pensent, mais du coup, effectivement, ils vont rester sur leur principe qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans l'entreprise. Et ça m'amène donc très naturellement sur la deuxième chose, qui sont les filtres internes. Nous avons tous des biais cognitifs. Pour expliquer, le cerveau est assez feignant, quand même, il faut le dire. C'est un moteur très très riche, donc qui est vraiment rapide et qui fonctionne très bien. Néanmoins, notre cerveau n'a jamais été prévu au cours de l'évolution pour passer 8 heures par jour les fesses sur une chaise. Ça n'a jamais été son objectif. Notre cerveau, il est performant pour chasser, pour trouver des solutions sur des problématiques complexes. Ça, on est tout à fait prévu pour. Néanmoins, on n'a pas été prévu pour être en relation et en interaction toute une journée. Et du coup, en fait, il a dû s'adapter. Par ça, on parle de biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, c'est une adaptation classique de notre cerveau qui s'est dit « je vais faire un peu comme d'habitude pour éviter de dépenser énormément d'énergie. Je vais donc, tout simplement, puisque tous les jours je fais ci, eh ben, je vais le répéter en boucle. Par exemple, tous les jours, je vérifie 3 fois que ma porte est fermée. Voilà, c'est un biais cognitif. Je le fais presque sans y mettre aucune conscience. Juste, je sais que j'ai vérifié et j'ai revérifié, Voilà. Ces biais cognitifs, on les voit notamment quand on commence à avoir une pensée récurrente par rapport à nous-mêmes.
Je vous donnais tout à l'heure l'exemple d'une personne qui était convaincue qu'elle n'était pas sociable, qu'elle n'était pas capable de s'intégrer. Le biais, c'est le biais de confirmation. Quand je suis convaincue qu'à chaque fois que je fais mes courses, la queue que je vais choisir va être celle où il y aura un problème, la réalité, c'est que je vais me mettre à une queue et je vais me dire, tiens, biais de confirmation, à chaque fois que je choisis une file, elle n'est pas bonne, c'est celle qui ne va pas, ou il faut changer de caisse, etc. Il y a eu des études hyper poussées par rapport à ça. Il faut le dire, ils ont beaucoup creusé le sujet. Et en fait, on n'a pas trouvé une personne qui serait un chat noir des caisses parce que tout simplement, c'est pas possible. La réalité, c'est simplement que quand vous êtes convaincu que quelque chose va arriver, votre cerveau ne filtrera que les moments où il aura raison. Donc les moments où la queue, elle passe et tout se passe très bien, votre cerveau, en fait, il squeeze complètement l'information. Par contre, quand vous allez arriver sur le moment où vous êtes sûr de vous et que ça marche, à ce moment-là, l'information va se retenir et va rentrer très très loin dans votre cerveau, de sorte que vous soyez convaincu que vous avez raison. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a dans les analyses de situation 3 facteurs qui me permettent de comprendre mon comportement. 1, l'analyse que j'en fais, qui est propre à moi et propre à mon histoire et mon vécu. 2, mes filtres, ce que je pense. Ça, c'est ce que je pense depuis très 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 longtemps, de moi ou des autres. Et 3e chose, mon état émotionnel. Alors, mon état émotionnel, c'est mon état émotionnel sur plein de plans différents. C'est pas juste des émotions simples, ça peut être des émotions complexes, type je suis un peu frustrée, je pense que je ne suis pas reconnue suffisamment, etc. Tout ça va avoir des répercussions sur votre analyse dans une situation lambda. Et quand vous allez avoir ces facteurs qui vont se cumuler, en fait, vous avez comme un espèce de répertoire, vraiment un bouquin de comportements possibles. Vous allez utiliser en fait le comportement en adéquation avec ça. Et donc, votre propre répertoire comportemental, en fait, se retrouve complètement biaisé dans la mesure où vous allez utiliser vos habitudes comportementales. Vous n'allez pas mettre en place quelque chose de l'ordre du raisonnement. Vous allez vraiment ouvrir un bouquin, se dire voilà, puisque à chaque fois que mon chef me demande de faire ça, moi je trouve qu'il est pas très respectueux avec moi, donc il fait exprès pour que je me sente pas bien. Vous avez utilisé les 3 filtres là. Vous avez utilisé votre état émotionnel, vous avez utilisé vos biais et vous avez utilisé votre analyse rapide de situation. Voyez ? Donc à ce moment-là, vous vous êtes mis dans une posture de je vais réagir, je vais donc avoir un comportement réactionnel. Mon travail, l'éthologie en entreprise, c'est ça. C'est de vous amener à comprendre tout ça et de dire non. On arrête, on pose l'état émotionnel, je prends le temps de bien le comprendre. Je comprends aussi l'analyse que je fais de la situation avec l'intégralité de tout mon vécu que je pose sur la table, ce que je ressens au niveau de mon employeur et mes biais. Et moi, c'est là mon travail aussi, c'est de vous amener à comprendre vos propres biais cognitifs. Et du coup, voilà, là je rentre un peu dans le vif du sujet. C'est quoi mon métier dans l'entreprise ? À quoi sert un éthologue quand vous l'appelez dans une entreprise ? Aujourd'hui, un éthologue dans une entreprise, c'est une boîte à outils. On est vraiment une espèce de couteau suisse où on arrive pour dénouer des situations qui peuvent être compliquées. Par exemple, une personne qui va avoir du mal à s'intégrer dans une équipe, qu'on va avoir du mal nous-mêmes à comprendre. Par exemple, trouver comment organiser sa journée de travail pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Voilà, donc quand on va faire appel à un éthologue, en fait, on va se dire « j'ai du mal à comprendre le comportement ou à comprendre les interactions, à communiquer avec telle personne ou différentes personnes ont du mal à communiquer, à se comprendre. » Voilà. Et le travail comportemental en entreprise, forcément, ça va répondre à quelques enjeux. Les premiers enjeux, c'est des problématiques claires, précises et définies. Ça, c'est hyper important pour tout éthologue dans la mesure où c'est vraiment notre fonctionnement différenciant avec la psychologie. Comme je le montrais tout à l'heure, la psychologie, c'est vraiment une science sur laquelle on peut s'appuyer, puisqu'on est en face d'êtres humains qui vont avoir une psyché. Donc évidemment, on prend en compte les notions psychiques. Néanmoins, notre travail ne porte pas, par exemple, sur l'estime de soi ou la confiance en soi. Notre travail, c'est ma réaction comportementale à l'instant T. Et en fait, une réaction se mesure, elle est évaluable, mesurable. Tout simplement parce qu'une problématique, ça va être demain, quand je vais rentrer dans une réunion, je vais pouvoir faire telle ou telle chose. Ça, c'est évaluable, c'est mesurable. En fait, vous pouvez le quantifier. Et de toute façon, un éthologue n'intervient que sur une problématique très précise. Et la dernière chose, c'est qu'une problématique doit être acceptée de tous. Je ne sais pas et on ne sait pas faire progresser quelqu'un sur un comportement s'il ne souhaite pas que ce comportement évolue. Voilà.
Donc ça, ce sont les problématiques de base. Alors, pour comprendre un peu plus dans le détail, je dirais que je vais aller sur peut-être des champs comme la difficulté d'acceptation du handicap. C'est quelque chose sur lequel nous sommes énormément appelés. Pour comprendre, en fait, quand un handicap survient, peu importe l'âge qu'on peut avoir, 30, 40, 50, 60 ans, personne n'est préparé, personne ne trouve ça très sympa. On vous annonce une maladie, quelque part, vous avez toute une phase de réaction par rapport à cela. Les questions de positionnement, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille énormément en éthologie. Et enfin, alors ça c'est aussi une grosse problématique qu'on traite en entreprise, c'est les difficultés de communication. Comment faire pour se dire les choses simplement, clairement, et surtout pour que l'autre personne comprenne réellement ce que je veux lui dire. Et tout ça sous-entend en fait tout un travail au niveau du contexte. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à l'éthologie. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si jamais ça n'était pas le cas, je suis disponible. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez à l'écran mon email et mon téléphone.